Si. Ok. Erev Tov Lekoulam. Alors, ce cours, déjà, il est Leilou Nishmat Nathan Avraham Ben Yosef et Rina Fitoussi. Et on va commencer par Léodot, la Kadosh Baruch Hu. On va commencer par remercier Hachem. Donc, Toda Rabba Kadosh Baruch Hu. Déjà, que chaque semaine, tu me donnes la Hashra, l'inspiration pour trouver des thèmes. Parce que ça devient de plus en plus compliqué, de un. Et de à chaque fois se renouveler. Et de deux, j'ai la pression vraiment de Baruch Hashem, les retours des gens, qu'ils aiment bien, qu'ils apprécient les thèmes et tout ça. Et donc, on a envie de faire mieux. Donc, c'est que comme ça. Avodat Hashem, c'est raclé de Kadem, c'est que pour avancer. Donc, voilà. Voilà, donc Toda Rabba Kadosh Baruch Hu pour l'inspiration. Parce que j'ai jamais remercié Hachem pour l'inspiration qu'il me donnait. Toda Rabba que vous êtes là, vous Bémet, chaque semaine présente, avec plus ou moins d'assiduité, exactement. Donc voilà, et Toda Rabba Lima Chéli, parce qu'elle est là cette semaine, donc bravo à ma maman. Et Toda Rabba à Kadosh Baruch Hu, Baklali en général, pour tout. Toda Rabba à la Makom, Toda Rabba à la Rav qui nous laisse le Makom aussi, les chaises, les tables, vous savez, l'eau, parce qu'aujourd'hui il y a de l'eau et il y a du coca, super. Et donc voilà, Toda Rabba, super important de remercier, même quand vous commencez votre journée, ou vous commencez quoi que ce soit, même quand vous êtes dans le bureau de votre avocat, chez le comptable, Toda Rabba. Voilà, c'est tout. Même dans les galères et tout, tu dis Toda Rabba. Ok, alors le cours de ce soir, déjà, c'est sûr que je vais lier un petit peu à Purim parce que c'est voilà, j'aime pas à chaque fois, ok, on a l'obligation de parler de la fête de Pessah parce que c'est Pessah, on a l'obligation de parler du mois d'Adar parce qu'on est le mois d'Adar, il nous vient de Moshe Rabbeinu, on parle de Moshe Rabbeinu. Non, mais voilà, ça c'est une jeune fille qui me suit sur les réseaux de Marseille, qui m'a donné l'idée du cours. Donc déjà, je la remercie elle aussi. Et je me suis dit, ok, c'est un thème que j'ai pas encore vraiment parlé. On en a parlé dans un cours qui parlait de la femme, mais on n'en a pas vraiment parlé. C'est le cours, je l'ai appelé Cacher ce qui est dévoilé. Et j'ai écrit la reine et le roi qui étaient en coulisses. Pourquoi ? Parce que déjà, Purim, c'est la reine et le roi, on va voir c'est qui étaient en coulisses. Et cacher ce qui est dévoilé, en fait, on va parler aujourd'hui de la Tzniout. Et la Tzniout, je trouve que déjà, ça fait partie d'un sujet de notre génération, parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas. À l'époque de nos grands-mères, déjà, une femme qui était pas Tzniout, ça n'existait pas. Impudique, ça n'existait pas. Il n'y avait pas des shorts, il n'y avait pas des jeans, il n'y avait pas des trucs. C'est vraiment propre à notre génération. C'est pour ça que je dis que c'est un sujet de notre génération, vraiment. Et moi encore plus, parce que je travaille avec des jeunes et je vois bien que 16-17 ans, comme ça, c'est l'âge. Et en Israël, et là Purim qui arrive, quand tu vois que les déguisements de Purim dans le Kikar, c'est vraiment c'est pas des déguisements, voilà. T'étais petite, tu t'es déguisée en reine Esther et tu grandis et ça rétrécit, voilà, je sais pas jusqu'à où ça va rétrécir, mais c'est un sujet qui est difficile parce que déjà les gens ils se braquent quand tu parles de Sniout. Ça y est, c'est pourquoi? Parce que ils savent qu'il y a un vrai travail à faire dessus. Ils savent que nous tous on a quelque chose à faire sur la Tzniout, ok? On sait très bien pourquoi je dis que c'est un sujet de notre génération, parce que vous voyez bien quand vous ouvrez votre Instagram, il y a toujours une story, c'est aujourd'hui journée de la Tzniout, tout le monde s'habille Tzniout, ok? Donc ça c'est pour les filles qui sont pas Tzniout, mais moi quand je lis ça, je suis Tzniout, Baruch Hashem, donc je suis contente déjà je me dis je fais quoi en plus? Qu'est-ce que je peux rajouter en plus? Donc il y en a qui vont rajouter des manches pour cette journée-là et tout. Donc vraiment c'est un problème de notre génération, on se dit ok... C'est aussi une attitude, hein. Ouais, mais on va en parler aussi. On va parler de toutes les formes de Tzniout. C'est pas que le paraître, c'est aussi le dibour, c'est la façon de parler. Voilà, c'est tout ça. Maintenant, l'homme, il se braque parce qu'il sait qu'il est touché par ce sujet. Il est vraiment touché. Et il n'y a pas de c'est acquis et c'est pas acquis. C'est pas parce que toi, t'es religieuse, tu mets le kissouille, t'as les manches longues, t'as la jupe longue, tu mets des collants, que ça y est, t'es Tzniout. C'est pas ça. C'est pas parce que tu ne mets pas de jupe, tu ne mets pas de haut à manches longues que tu n'es pas Tzniout. Non, c'est ça qu'on va voir en fait, c'est toutes ces formes-là. Et en fait, les gens, ils désespèrent avant même d'avoir essayé. Ah non, c'est pas pour moi. C'est trop pour moi. Non, j'y arriverai un jour. J'y arriverai quand je serai mariée. C'est comme les gens avant de faire l'Alia, ils disent non, moi, quand je vais, si Dieu veut, quand j'aurai la retraite.
Tu vois, l'hydrochet, mais en fait, c'est un problème de Emouna. Hein. On est clair, à chaque fois que je commence mes cours, je dis que problème de Parnassa, problème de Emouna. Problème de Shalom Bay, problème de Emouna. Problème de Tzniout, problème de Emouna. Problème d'Alia, problème de Emouna. C'est tout. C'est juste que toi, tu es trop dans la réflexion. Voilà, c'est comme le cours de la semaine dernière sur le courage. On a dit la personne, elle est trop sur la réflexion. Du coup, elle va jamais sauter le pas. On a dit la semaine dernière, sors de ta zone de confort. Ben voilà, sors de ta zone de confort, mais une jupe une fois par semaine. Et bon, pour que vous vous identifiez un petit peu, moi je vais raconter mon histoire ici, comment personnellement, moi j'ai réussi à devenir sniout, parce que bien sûr je ne suis pas née de sniout, et je pense que on a tous à un moment une prise de conscience qui fait qu'on est prêt, voilà, on est prêt à sauter le pas, on est prêt à faire l'alia, on est prêt à devenir sniout, et voilà. Et c'est ça ce qui est beau dans ce sujet, c'est parce que, voilà, les gens ils désespèrent, ils ont peur de sauter le pas, mais ils sont touchés, au fond, par ça en fait. Et il faut savoir que la tsniout, c'est hyper vulgarisé dans le sens que tout le monde dit que c'est un code vestimentaire, ce qui est complètement faux. Hein, c'est pas un truc comme à l'école, on te dit, ok, aujourd'hui, code vestimentaire, tu t'habilles comme ça, tu rentres dans une case, t'es moche parce que tu t'habilles tsniout. Et voilà, non, aujourd'hui, il y a hashtag fashion tsniout. Toi, tout le monde te voit dans la rue, des fois, même t'es fière d'être hyper belle, tsniout, on est d'accord. Aujourd'hui, c'est pas ça qui manque, genre d'être belle. On peut être belle et tsniout aussi. Et voilà, ma mère, elle le montre très bien. Regardez. Voilà. Et pour moi, la tsniout, je le traduirais par un kavod à soi-même et aux autres. Donc pour moi, tsniout, c'est pas pudeur, c'est kavod. Et c'est aussi, ouais, c'est un honneur en fait. C'est son honneur personnel. La tsniout, c'est aussi pour moi, pas la pudeur, mais la valorisation de soi-même, de la femme en tant que personne, pour ensuite que les autres, ils te valorisent. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on va essayer de faire une prise de conscience parce que je pense que, comme elle a dit Céline, on va rien apprendre de nouveau aujourd'hui, mais ça peut faire un petit déclic, ça peut faire un effet que, ok, j'ai compris que ce sujet, il m'a parlé ce soir, et peut-être grâce à ça, Bezrat Hachem, les filles, elles vont devenir sniout, je sais pas, hein, elles vont s'identifier à ce qu'on va dire aujourd'hui, mais voilà. Et donc le cours, il est en 2 parties, et en fait, c'est une phrase. La phrase de Ishet Raïl, Sheker Achen Vevel Ayofi, c'est la première partie. Deuxième partie, Isha Irat Hashem Ititalal. Voilà, c'est comme ça que j'ai construit mon cours. Première partie, la phrase que je viens de dire, Sheker Achen Vevel Ayofi, ça veut dire mensonge que la grâce et vanité que la beauté. Ça, c'est la première partie. Donc, on va parler de tout ce qui est mensonge et c'est quoi, et patsniout et tout ça et tout ça. Pour ensuite comprendre qu'une femme qui craint Hachem est digne de louange. Et qu'en fait, la vraie tsniout, c'est s'habiller de Hirat Shamaim. C'est tout. C'est la plus belle partie, la deuxième partie. Mais on est obligé de passer par le rocher avant d'arriver au or, de l'obscurité avant de passer à la lumière. Et donc, on va parler de Sheker Achel Vevel Ayofi. Mensonge que la grâce et vanité que la beauté. Alors, c'est une jolie phrase, hein, elle est très très belle. Mais qu'est-ce qu'on apprend ça? Déjà, revenons à l'origine de tout ce qui est la tsniout. C'est quoi? Dans la Torah, Bereshit, première paracha, et c'est Adam et Chava. Et qu'est-ce qui se passe? Adam et Chava, tous les deux, comme on en a parlé tout à l'heure Céline, ils ont ils ont fauté, ils ont mangé la pomme de l'arbre de la connaissance. Ok, on est tous d'accord. Et là, ils étaient tous les deux nus, et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Il y a une prise de conscience. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont couverts et ils ont eu honte. Donc déjà, première chose, qu'est-ce qu'on apprend là? On apprend qu'à l'origine, l'homme et la femme, ils étaient nus, ok, comme ça, on le savait, mais que quand ils s'en sont rendus compte, ils ont eu honte. Il y a une boucha qui s'est mise sur eux. Et bon, après, on va parler de boucha et tlabel, parce que en fait, c'est le même mot, et c'est fou que même dans l'étymologie, tu te rends compte que genre, s'habiller et la honte, c'est pareil, quoi, c'est lié. Et donc voilà, on part d'un constat du premier homme et de la première femme qui étaient nus. Ça veut dire que la tsniout, déjà, elle doit nous interpeller. Pas en tant que femme, mais en tant qu'homme, bérabim, au pluriel, genre masculin et féminin. Ok. Et donc ça, c'est notre première prise de conscience. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu leur forme. Alors, j'entends déjà les filles qui disent, oui, mais si je mets un jean, ça va, c'est tsniout, ça veut dire, non, on voit tes formes, on voit tes jambes, et c'est un habit d'homme. Donc, l'homme, il a ses caractéristiques, comme on ne va pas lui dire de porter une jupe, sauf s'il est écossais. Et sinon, c'est vrai, parce que j'y ai pensé en même temps, je me suis dit non, sauf les Écossais. Mais à part eux,
qui fait partie de leur patrimoine et culture, nous, on n'a pas d'excuses. Et donc, les hommes, des pantalons et les filles, des jupes. Ok. Maintenant, c'est pas mettre les gens dans des cas. C'est comme on a dit dans un autre cours précédent, l'homme, il a son tafkid et la femme, elle a son tafkid. C'est juste qu'on est né comme ça, associé avec un qui fait ce métier, un autre qui fait ce métier pour ensuite se compléter avec Hachem, qui est le directeur de l'entreprise. Vous vous rappelez? Et donc, voilà. Et donc... Excuse-moi, oui. c'est les hommes qui ont décidé, enfin les êtres humains qui ont décidé qu'un homme doit porter un pantalon et une femme une jupe. Ça aurait pu être l'inverse. Ah oui, ça aurait pu être l'inverse. Mais la décence veut que l'homme, c'était comme ça, ses caractéristiques, et que la femme, c'était comme ça. Et c'est bien ce que tu dis, parce qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, et même on va voir avec le Kohen Gadol, il portait des robes longues. Et qu'en fait, en vrai, la vraie tsniout, c'est de voir aucune forme, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Mais bon, aujourd'hui, l'homme, il porte des costumes, voilà, donc il est civilisé en étant adapté à notre génération. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce qu'on va voir avec le Kohen Gadol qu'il portait justement des robes et tout ça, mais c'est des caractéristiques comme ça. Pour différencier, en fait, on cherche juste à faire une différenciation. Voilà, qu'on n'est pas dans la même case. Et maintenant, donc voilà, ça c'était juste pour faire la parenthèse sur les filles qui vont dire les jeans, c'est mieux qu'une mini-jupe. Parce que ça, on sort toujours d'un cours de Torah et c'est toujours ce qu'on dit. Non, c'est pas forcément. Ok, si t'as pas le choix, c'est comme la cigarette. Si t'en fumes un paquet le Shabbat, tu vas réduire pour faire moins d'avéra le Shabbat. Tu vas commencer comme ça, au final tu vas comprendre. Pareil pour la jupe, tu vois qu'elle est trop courte, alors c'est mieux de mettre un pantalon forcément, parce que le but c'est que tu dévoiles pas tout quoi. Donc voilà, donc ce premier constat, Adam, Arishon et Chava, on a compris. Maintenant, Hachem, on dit qu'il nous a créé un vêtement de peau. Qu'est-ce que c'est un vêtement de peau? C'est pour ton âme, il a créé un corps pour ton âme, ok? C'est une enveloppe. C'est toi. Et toi, qu'est-ce qui se passe? Des fois, tu te mets à découvert parce qu'il y a des gens. Alors moi, je dis que la tsniout, si on parle de valorisation, si on parle de kavod, parce que pour moi, la tsniout, c'est le kavod et c'est l'honneur qu'on se donne, eh ben, c'est comme, en fait, tu as un trésor, ok? J'adore commencer mon cours par la valorisation de la femme et de la personne en général. Toi, tu as un trésor. Donc, un trésor, tu veux le laisser fermé, ok? La première phrase de Eshet-Rei, c'est... c'est quoi la première phrase de Eshet-Rei? Eshet-Rei mimsa, verachok mi peni ni weken. Et ben oui, et ben là, qu'est-ce qu'il dit là à ce moment-là? Bon, après on verra. Mais en gros, il dit que c'est une perle qui est enfermée dans un coffret. Quand tu as envie de l'ouvrir, tu la cherches. Alors que des pierres, elles sont à la disposition de tout le monde. T'as pas envie d'aller les voir. Non, toi, tu veux le trésor qui est fermé. La femme, c'est vraiment un trésor. C'est ça la tsniout, c'est savoir que tu as de l'importance en fait. Donc voilà, on donne toujours l'exemple de la reine d'Angleterre qui a été vraiment genre très tsniout, voilà. Alors que pourquoi? Parce que c'était une reine, tout simplement. Et là, ce cours, c'est vraiment se dire que la femme, c'est une reine dans sa façon de... Voilà, dans toutes ses caractéristiques. Ça veut dire pas que physiquement, mais même une reine dans sa façon de se tenir, une reine dans sa façon de se tenir à table, de parler, de dialoguer, tout ça. Ça crée le personnage qui est la femme et ça la met en valeur. Et elle se met en valeur toute seule. Donc voilà, on a dit que Hachem, il t'a créé un vêtement de peau, donc un corps pour ton âme. Et la tsniout, c'est l'âme qui est cachée, ok? C'est cacher son âme. Et c'est comme un bouclier, une magaine. Voilà, c'est ton bouclier entre toi et les autres. Et plus tu vas te mettre des boucliers, ça veut dire des habits, des manches et tout ça, et plus tu vas préserver ton âme. Ton âme va être préservée. Et ça, je trouve ça très beau parce que je ne l'ai pas trouvé, c'est moi qui l'ai écrit, mais quand je me suis fait la réflexion et j'ai construit le cours, je me suis dit, oh là, c'est dingue, c'est vrai en fait. C'est comme si que tu mettais ton âme à la disposition de tout le monde, mais tu te rends compte, c'est horrible. Non, il faut garder son âme pour soi. Et je vous promets que après que je suis devenue siout, Baruch Hashem, eh ben, mon âme, elle s'est apaisée. Il y a eu ça m'a fait du bien, vraiment. Voilà. Et donc voilà, donc ça c'est la première dimension de la tsniout, c'est la tsniout comme protection. On ne sait pas en fait la dimension que ça, la tsniout, mais c'est une protection. Pourquoi? Parce que quand il fait froid dehors, pour te protéger, ta mère elle dit, va t'habiller, non? Voilà, c'est pareil. Voilà. Donc la tsniout c'est une protection. C'est tout. Tu vas t'habiller, tu vas pas sortir dehors, il fait -15, en t-shirt, en débardeur et trucs et tout.
Et là, pourquoi on parle de la sniout? Parce que Baruch Hashem, il fait très très beau en Israël en ce moment. Donc, les jupes, elles vont raccourcir, les manches, elles vont raccourcir, tout va raccourcir parce que la météo l'a décidé. Non, c'est pas comme ça. Si maintenant j'ai pris les devants avant que Purim arrive, avant que Pessah arrive et que la chaleur arrive, c'est pour que maintenant on se bouge et on dit je veux protéger mon âme. Je veux protéger mon âme et je veux faire que la sniout, c'est une protection pour moi. Donc voilà, c'est la première forme. Maintenant qu'on a parlé de Adam Arishon et Chava, qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus, ils ont eu honte, ils se sont couverts, que le corps c'est une enveloppe, c'est une protection, c'est la protection de l'âme, c'est la notion de tikkun. Alors il faut savoir que tikkun c'est réparation. Il y a le tikkun de l'homme et il y a le tikkun de la femme, ok? Moi j'ai fait un cours, donc c'était un des premiers cours que j'avais fait, au Hachem, il y a 2 ans, même plus maintenant. Et je me rappelle très très bien de ce cours, je l'avais fait chez une copine, et c'était sur le tikkun de la femme. Alors il faut savoir que le tikkun de la femme, c'est la réparation de la femme, c'est shmirat halashon, c'est tout ce qui est lié à la bouche, ok? C'est-à-dire qu'on dit que la femme, elle a eu 9 paroles sur 10 dans le monde. Il y a 10 paroles qui sont descendues, elle en a eu 9. Ça veut dire qu'elle est très bavarde et tout. Pourquoi? Parce qu'elle doit aussi éduquer les enfants. Vous vous rappelez, on en a parlé, voilà. 9 sur 10, c'est la femme, c'est Shmirat Halashon. Ça, c'est tikkun de la femme, réparation de la femme. Quel est le tikkun de l'homme, à votre avis? Shmirat Enaim, bravo. Shmirat Enaim, c'est la réparation des yeux. En fait, la femme, si elle doit réparer la bouche, l'homme, il doit réparer les yeux. Il faut savoir que l'homme, il a ce qu'on appelle le Nefesh Abéhémi. C'est quoi le Nefesh Abéhémi? C'est l'âme animale, ok? C'est quelque chose que la femme, elle n'a pas. La femme, elle est plus dans le reggae, dans le sentiment, dans tout ça. Mais l'homme, il est enclin et il doit vraiment travailler sur ça. C'est-à-dire c'est pas un acquis pour lui comme la femme. Il doit apprendre à ne pas regarder les femmes, à faire attention, il doit faire attention à ses yeux. Vraiment. C'est-à-dire il y a des grands rabbanim, Baba Salé, à chaque fois, ils regardaient jamais les femmes. Les grands rabbanim, ils savent, ils se mettent complètement une barrière. Ils regardent même pas les femmes. Il n'y a aucun homme qui va dire « Oh non, je regarde une femme, même si c'est une vieille, c'est pas grave, je ressens... » Non, c'est pas vrai. C'est mamache naturel, en fait. C'est normal. Mais nous, on doit apprendre aussi à les respecter, vu qu'ils nous respectent, ils essayent de ne pas nous regarder, donc on ne va pas provoquer ça. Donc, voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. Moi, en fait, comment je suis devenue sniout, comme ça, il y a des jeunes filles qui peuvent s'identifier si on parle d'une personne. Eh bien, j'étais à l'armée. Et j'étais habillée avec un serba, donc c'est une sorte de combinaison que je mettais. Et c'est une combinaison, quoi. Et quand j'étais dans les avions, parce que j'étais dans l'armée de l'air, et je voyais que je travaillais beaucoup avec des garçons et que les hommes me regardaient beaucoup. Et moi, j'ai dit, mais non. J'ai dit, moi, je veux que c'est que mon mari qui me regarde. Je veux me valoriser. Sniout égale valorisation, sniout égale protection. Je veux protéger mon âme. Voilà. Je ne l'avais pas dit avec ces mots à l'époque, mais bon, c'est ce que j'avais fait comme rapprochement. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais devenir sniout. Et du tout au tout, ça a changé. À partir de là, il n'y a plus aucun mec qui me regardait. Ça veut dire, j'étais devenue un. Et pour vous dire, je me rappelle, je suis passée une fois dans ma rue à Natania. Et là, il y a une fille qui passe, ok? Et elle était, mais pas du tout de sniout. Genre, même moi, je l'ai regardée, ok? C'est-à-dire, mais vraiment pas. Je me suis dit, waouh, elle est trop belle, les jambes. Forcément, tu as des magnifiques jambes, tu veux les montrer à tout le monde. Moi, mes jambes, personne ne veut les voir. Elle a des jambes. Elle était 1m80, truc. Forcément, tu mets un mini short, des talons, machin. Elle est passée. Et là, je vous promets, il y avait un vieux, un jeune, comme ça, et un ado, genre. Et un ado. Et genre, ils l'ont tous regardé, même le vieux, il a 70 ans. Il a regardé et tout. Et moi, et donc, il a regardé dans la rue, là. Et 2 secondes après, moi, je suis passée. Mais personne m'a capté. Je suis passée inaperçue. Et là, j'ai dit, Hachem, je suis trop contente. J'ai fait yes, yes. Et Bémet, au début, je mettais du temps, je me rappelle, devant mon armoire, mais j'avais rien de sniout, j'avais que des manches courtes. Et parce qu'au début, j'étais sniout, et après, j'ai rajouté les manches. Et là, chez H&M, tout le temps que je passe devant mon armoire à chercher un habit de sniout, c'est tu me rétrécis le temps pour trouver mon zivouk, Bezrat H&M. J'avais dit comme ça. Ouais, j'avais dit ça à l'époque. Hein. Non, mais... Et, ouais, Bezrat H&M. Et quoi? Et chercher... Mais allô, il faut... Mais vraiment, le Nisayon, l'épreuve, c'est pile quand tu décides d'être sniout que là...
là, il y a un mariage et que tu veux te mettre en bombe et que tu sais que mettre en bombe, c'est mettre un décolleté, un machin, truc et tout. Mais non, Hachem, il te dit, non, regarde, tu vas mettre du temps, ok, tu vas rester 2 heures devant ton armoire, tu vas devoir jeter toutes tes fringues, mais tu vas réussir, voilà. Tu vas prendre quelques kilos en trop parce que quand tu passes de la jupe, du jean à la jupe, tu prends des kilos. Il y a des inconvénients, mais il faut pas voir les inconvénients en fait. Il faut se dire, je le fais pour moi, je le fais pour mon mari, je le fais. Voilà, on dit que. Et pourquoi je dis que déjà la première fois de sniout, c'est la protection? Parce qu'une femme qui est sniout, et elle protège son foyer en fait. Tout derrière, tout est protégé. C'est écrit dans la Torah. C'est-à-dire, on va le voir après avec les dmouillottes, les personnages et tout. Mais elle protège vraiment. Tout le foyer, toute sa maison, et je parle même pas du qui se roche, genre déjà c'est une dimension extrême, mais nous, à notre échelle, tu sais que c'est difficile pour toi, prends une fois dans la semaine. Voilà, moi j'ai commencé, je m'en rappelle, j'ai commencé quand j'étais en école d'art appliqué en France, j'ai fait, non, pas avant d'être sniout à l'armée, mais j'ai fait un jour par mois, non, une semaine par mois, quelque chose comme ça, où j'étais sniout. Et je me rappelle que, donc j'étais avec des goys et tout en école d'art, voilà. Et il me dit, ah là là, je voulais dire, tu t'habilles trop bien, t'as vraiment un style. Pourquoi? Parce que j'étais pas en jean comme tout le monde, mais je me mettais en jupe. Mais pour moi, c'était sniout, mais eux, ils comprenaient pas. Donc, c'était marrant. Et même les gars, ils ont remarqué. Je me rappelle, une copine gars à moi, elle m'a dit, ouais, t'as vraiment un style, tu t'habilles bien et tout, machin. Et en fait, tu commences à t'apprécier et encore plus que de valoriser, tu t'apprécies comme ça, voilà. Donc ça, c'était un peu mon parcours personnel, comment chacun peut avoir une fissate roche, ça veut dire avoir un déclic dans sa tête et se dire, ok, là c'est le moment, je vois que j'ai envie de me rapprocher de mon mari, voilà, de protéger ma famille, et ben c'est comme ça, c'est en passant par là. Et c'est fou parce que même quand je vais à des mariages aujourd'hui, enfin, il y a des mariés que c'est le plus beau jour de ta vie et tout ça. Pourquoi tu prends une robe enfin, voilà quoi. T'es devant Hachem. T'es devant Hachem, mais en fait, t'es devant Hachem tous les jours. Donc, en fait, limite, elles ont raison. Parce que si maintenant, tu te respectes pas, entre guillemets, sous la roupa et que tu as envie de montrer à tout le monde des choses que tu dois montrer que à ton mari, eh ben, ça veut dire que Hachem, il est partout tout le temps. Voilà, moi, je suis partie du constat que de toute façon, ça sert à quoi de pas être sniout si si je suis sniout à la synagogue, c'est complètement logique en fait ce que je dis. Si je suis sniout à la synagogue, je suis sniout en Israël parce que Israël c'est une synagogue, une grande synagogue. Donc il y a des gens, je comprends, moi aussi jusqu'à longtemps je me faisais la même réflexion, étant sniout que à la synagogue, à un moment il faut sauter le pas et se dire que Hachem il est partout quoi. Donc voilà. Et voilà. Maintenant, la femme, on dit qu'elle ne va pas vouloir d'un homme qui a déjà moins de midot que lui. Parce que c'est facile de dire, que l'homme, ok, on va essayer de se préserver parce que l'homme, il a le nefesh abéima, donc cette âme animale et tout ça, c'est pour lui. Non, non, déjà, on a dit que c'était pour soi-même. Et il y a écrit dans la Torah, dans Masechet Sota, que un jour, il y a un homme, il s'appelle Resh Lakish, ok, c'est Mamash dans le début de la Gemara de Masechet Sota. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était un voleur, ok, de base. Et là, il voit au loin un homme, enfin non, il voit au loin genre une silhouette comme ça, une très belle silhouette, il voit une femme avec des beaux cheveux et tout au bord de l'étang et tout ça. Et donc, il arrive comme ça, il court et il passe la montagne, il passe un truc, il passe un machin, il arrive et il touche l'épaule de la personne elle se retourne et en fait, c'était un homme. C'était un homme, genre. Et c'était qui? C'était Rabbi Yochanan. Et lui, il a grave honte et il dit, ouh là là, genre tout ce que j'ai fait pour ça. Et Rabbi Yochanan, il a dit, mais attends, tu croyais vraiment que j'étais une fille? Alors, si tu veux, j'ai une sœur. C'est vrai en plus. Et elle est beaucoup plus belle que moi. Et ce qui s'est passé, c'est que cet homme-là, Resh Lakish, il s'est marié avec la sœur de Rabbi Yochanan et il est devenu Rabbi après. Donc voilà, comme quoi, peu importe d'où tu viens, il faut savoir où tu vas. Nous, c'est ce qui nous importe. Genre pas que lui, c'était un voleur, c'est qu'après, il est devenu Resh Lakish, genre Rabbi Lakish, Mamash. Et il a épousé la sœur de Rabbi Yochanan. Donc l'histoire est marrante, mais voilà quoi, l'évolution de la personne. Donc voilà, ça c'était la première partie sur Sheker Achen, mensonge que la grâce. Maintenant, la vraie beauté, on a dit c'est quoi? C'est la Hirat Shamaim. Et déjà, on a dit qu'il faut connaître notre vraie valeur, c'est-à-dire qu'on a une vraie valeur. Et ça, on le voit où? On voit Mamash dans la Megillat Esther. Alors, pourquoi Megillat Esther? Esther, déjà, je m'en rappelle,
Quand j'étais petite, j'avais 11 ans, j'ai fait mon premier comment ça s'appelle, camp de vacances, colonie. Et j'étais allée à une colonie et je me rappelle que ma plouga, genre, je sais pas comment on dit, non pas ma plouga parce que ça fait armer un peu. Bref, ma tranche d'âge, mon groupe, ouais, ma chevette, et ben elle s'appelait Nistar parce qu'on était juste avant Pourim. Et Nistar, c'était la première fois que je découvrais ce mot et ça veut dire caché. Et on dit que parce que dans la Torah, dans la Megillat Esther, le nom d'Hachem, il est caché. Alors ça rejoint ce qu'on a dit sur le titre du cours, que le roi qui est en coulisses. Pourquoi le roi qui est en coulisses? Parce qu'on sait qu'à chaque fois dans la Megillah où on parle de Hachem, c'est Améler. Améler, on parle d'Hachem. Le roi, Méler dans la Megillah, c'est Hachem. Ok, donc c'est pour ça qu'il est Nistar, il est caché. Le nom d'Hachem n'est jamais dévoilé dans la Megillah et pourtant il fait tout en douce parce qu'on sait que tout vient d'Hachem. Et il y a aussi Esther Amalka, qui est le personnage principal de la Megillat Esther, forcément, vu qu'on parle d'elle, qui est mis beaucoup plus en avant. Et pour ça qu'on dit dévoiler ce qui est caché et cacher ce qui est dévoilé. Donc, Hachem, il est en coulisses, il est Nistar, il est caché. Et après, il y a une belle princesse. Et notre princesse, et ça, c'est ce qui est fou, c'est quoi une princesse et c'est quoi une Bat Israël? Voilà. Une Bat Israël, à chaque fois que par exemple, là, j'ai pris mon groupe de Pologne Israël, je leur ai fait une activité sur ça. C'est quoi une Bat Israël? C'est quoi une princesse? Pour leur dire qu'à 16-17 ans, elles sont des filles fortes, elles sont des filles belles, il faut qu'elles se valorisent et que voilà, et pas forcément se mettre en avant sur Snapchat et je sais pas quoi. Et avec du rouge à lèvres, des faux filtres et des faux machins et des faux, alors que la beauté naturelle, c'est la plus belle beauté, quoi. C'est la Yirat Shamayim surtout. Et une princesse, une Bat Israël, c'est quoi? C'est le trésor qui n'est pas dévoilé. Et nos chachamim, ils nous disent comment trouver ce trésor-là. Parce qu'on dit que la première phrase, genre Vea talit al kulana, non, ça c'est une des phrases de Echet, et toi tu les as surpassées de toutes. Ça veut dire que ton mari, il a vu parmi toutes ces épines-là, ces pots cassés, il a vu la belle fleur, la beauté. Mais il a vu en fait ta neshama. Parce que moi, quand je fais cours, à chaque fois, je vous dis, je fais cours à des neshamas, je ne fais pas cours à des personnes, mamash. Mais il y a écrit aussi dans Masechet Sota, Tsnoa la tzadik, ve porea la racha. Ça veut dire la personne qui est tsnoa pour un homme qui est tzadik, et la personne qui n'est pas tsanoa, je ne vais pas traduire le terme, c'est mieux de dire par la négation, donc pas tsanoa, pour le racha. Ok. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi il n'a pas dit tzadeket la tzadik, et il a dit tsnoa la tzadik. Genre, il aurait pu dire tzadeket. Parce qu'on ne parle pas vraiment de tzadeket, et à aucun moment, il y aura la tsniout écrit dans la Torah. Mais on a des dmouyot, des personnages qui vont incarner cette tsniout-là. Donc, on a Sarah, la femme d'Abraham, quand on lui dit « Où est ta femme ?» C'est pour valoriser Sarah aux yeux de son mari. Et il répond aux trois anges qui étaient là. Il lui dit « Elle était dans la cuisine. Elle est nistérette, elle est cachée, elle a de la tsniout, elle a de la pudeur. Elle ne va pas parler à des hommes. Elle ne va pas venir comme ça dans un débat. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est une première forme de sniout. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai écrit? Parce que là, ah oui, donc la reine Esther. Alors, déjà, on a parlé de Sarah vite fait, et la reine Esther. Alors, la reine Esther, ce qui est faux, c'est que, sachez qu'elle était à un bal, ok, comme ça. Maintenant, Miss France, hein, ça veut dire les plus belles, des blondes aux yeux bleus, 1m95, nanana, et elle arrive. Mais moi, ma question, c'est qu'est-ce que Esther avait de différent des autres femmes? Qu'est-ce qu'elle avait de différent? Parce qu'elles sont toutes canons, ok? Elle arrive, je sais pas si elle est tunisienne, si elle mange comme ce que je mange, je sais pas, si on a les mêmes origines et tout. Mais là, t'es en bal, t'es avec des canons de beauté, elles sont toutes refaites, elles ont toutes des rajouts, des machins, des trucs. Et là, Esther est arrivée. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette femme? Et en fait, je vais vous dire la vérité. Esther, elle était moche. Voilà. Je vais vous dire la vérité. Elle avait le teint olivaire. Et voilà, vous avez retenu. Esther, elle avait, on dit, un teint verdâtre. Ok? Donc, je ne peux pas insulter Chasvé Shalom, hein, c'est pas, voilà, c'est juste pour vous provoquer, pour vous dire quoi? Tout ça pour ça? Il s'est marié avec une moche en plus. Non, tu te rends compte? L'histoire est foutue, genre la Megillat Esther, ça y est, on dirait on a dévoilé un truc. Non, elle avait vraiment un teint verdâtre. Mais pourquoi? Elle avait la Yirat Shamayim. Elle avait la crainte d'Hachem. C'est ça sa beauté. Sa beauté, c'est la phrase qu'on a dit, la deuxième partie de la phrase. Shekarachev Bevel Aofi. Isha Yirat Hachem ititalal. Et la beauté,
c'est la sagesse de la femme, c'est la beauté, c'est ça qui... slicha, voilà, la femme qui craint Hachem, qui la ira Shamaïm, c'est là la vraie beauté. Celle qui s'est habillée, elle a mis sa cape, elle s'est habillée de Hirat Shamaïm. Donc elle était moche, mais elle s'est habillée d'Hirat Shamaïm et du coup, elle s'est habillée de royauté. Elle s'est habillée de Emouna. Elle a pris tous les kélim en fait. Elle savait qu'elle était juive. Elle a dit ok, c'est bon, je suis juive, et ben ça va être ma couronne. Voilà, c'est ma couronne, je suis une bâtisserelle, je suis une princesse. Elle a su savoir que mettre son âme en protection, se protéger et de dire voilà, ma différence aux autres, c'est ma tsniout. Toutes les filles étaient pas tsniout, elle est arrivée tsniout. Ça l'a distinguée des autres. Voilà, c'est tout. Il les a toutes vues. Il les a toutes vues et là il a vu des décolletés. Et là, une fille qui était très tsniout. Il s'est dit mais allô, c'est quoi ça? C'est elle que je veux. Elle est différente, elle est originale, elle a quelque chose en plus. Donc voilà. Et aussi, tout par son mérite, c'est quoi? C'est son comportement. Parce qu'elle avait aussi un comportement qui était très, très sniout. Sa modestie, elle avait beaucoup de modestie. Et sa conduite, elle se conduisait comme une reine. Parce que les autres femmes qui se sont présentées, elles devaient être très égaux, très machin, des trucs. Alors qu'elle, elle est venue en mode, j'ai une conduite, j'ai une conduite de reine. J'ai une conduite de reine. Je sais où est mon poste. Voilà. Et voilà. Et donc voilà. Maintenant, j'ai écrit une phrase, mais ça, je vais pas la dire parce qu'après, ça va trop faire rager et tout, machin. Mais, donc là, c'était sur la reine Esther qu'elle avait... C'est grâce à ça aussi qu'elle a sauvé le peuple d'Israël. Parce qu'elle s'est habillée de Hirat Shamaïm. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire demain, toutes les femmes juives s'habillent en reine Esther. Toutes les femmes juives s'habillent en Hirat Shamaïm. Eh ben, il y a Mashiach. Du coup, vu qu'elle a sauvé le peuple, elle toute seule. Si nous toutes là, on s'habille sniout, demain on fait Mashiach. Non, si demain je vous vends ça comme ça, je vous dis ok, allez, prenez contrat, 10 000 femmes s'habiller de sniout demain, Mashiach. Tout le monde signe. Mais alors pourquoi vous devez attendre un contrat pour le faire? Voilà, c'est tout. Et comme j'ai dit, c'est pas un acquis. Même les filles qui sont de sniout, qui croient que ça y est, c'est un acquis pour elles, non, pas du tout. Tous les jours, tu es devant ton armoire, tu recherches tes habits. Bah alors, tous les jours, tu t'habilles? Non, on ne s'habille pas tous les jours. Donc voilà. Je vais finir excitée à la fin complètement. Ok, maintenant, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, une dimension très importante, c'est concernant le Olam Haba. Alors, le Olam Haba, faut savoir que j'ai lu beaucoup de témoignages et tout, et à chaque fois, genre de mort clinique, c'est ça ce que je veux dire. Et à chaque fois, les hommes, ils disaient que ils étaient nus ou crottés, ou qu'ils ils étaient au Olam Haba et ils voyaient que genre ils étaient pas beaux physiquement et que tout le monde avait une lumière, voilà. Pourquoi? Parce qu'on t'enlève ton enveloppe corporelle, ok, et on laisse ta neshama. Et ta neshama qui est exposée à tout le monde, c'est tes midot, c'est ta tsniout, mais ta tsniout est exposée à tout le monde. Genre, on enlève cette enveloppe corporelle. Et donc, du coup, tes habits de lumière, qui sont ta neshama, la protection que tu t'étais mise, c'est là où elle va être vraiment dévoilée. Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui font des rêves comme ça, où ils se voient, dans le Olam Haba comme ça, et ils voient que genre ils sont pas habillés de sniout et face à d'autres gens qui sont beaucoup plus sniout. Donc c'est très important d'être sniout, pas pour nous, pas pour les autres, mais surtout pour le Olam Haba, parce que on travaille pour le Olam Haba aussi. On est d'accord, on fait des mitzvot pour le Olam Haba, parce qu'en vrai on sait pas qu'est-ce qu'on gagne dans les mitzvot ici. Tu fais la tzedaka aujourd'hui, tu sais pas combien tu gagnes demain. Donc voilà, cette dimension de Olam Haba est toujours cette image là de te voir crotté, genre comme ça, nu, ou je sais pas, genre Olam Haba, en exposition à tout le monde, face à des neshamot qui sont belles et rayonnantes et que tu sais que c'est des grandes sadikim et tout, c'est à ça que tu dois aspirer. Voilà, aspirer. Voilà, donc je vais bientôt finir et je vais dire que je vais donner aussi un autre exemple d'une femme qui n'était pas sniout, qui est écrit dans la Torah. Et cette fois, on va pas parler de sniout qui est la pudeur physique, mais c'est la sniout dans le djibour. Et la sniout dans le djibour, c'est hyper important déjà parce que quand tu montes dans un bus et que tu es avec une personne qui a le kisoui roche, je sais parce que j'étais avec une copine et tout, et on te regarde toujours en premier. Et c'est fou quand on te regarde toujours en premier parce que tu as un kisoui, on te regarde en premier et on voit si tu fais quelque chose qui va pas. Et elle parlait un petit peu trop fort. Et là, direct, genre, ouais, vous, les religieux, vous parlez fort. Nan, nan. Donc, tu as un dougma ishi.
Tu vois, tu as un exemple personnel. Devoir d'exemplarité. Ouais, devoir d'exemplarité, devoir personnel face aux autres. Et du coup, déjà, première barrière de Tsniout, ben, c'est forcément physiquement. Voilà, une fois que tu as acquis ça, maintenant, essaie de faire un handjibo. Une femme qui ne l'était pas, c'était Shulamite. Alors, Shulamite, dans la Torah, ben, c'est dans le Sefer Shemot. En fait, c'était qui? Non, c'était une femme, en fait. Elle avait un mari et tout ça. Mais elle adorait parler, elle parlait beaucoup. Non, 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 elle parlait, on dit qu'elle parlait beaucoup. Hein. Shulamite, ça vient de parler beaucoup. Je ne sais pas comment, dans l'étymologie, mais je me rappelle que j'avais lu ça dans les commentaires de Rachi. Et en gros, une fois, elle s'était pas rendue compte. Elle a ouvert la porte et un gardien qui était venu chercher son mari, un gardien égyptien, l'a vue. Il a vu qu'elle était très belle. Elle a dit non, mon mari n'est pas là. Elle a fermé la porte. Et qu'est-ce qui s'est passé le soir? Et c'est le seul cas où un non-juif, un Égyptien, est allé avec une juive. C'est le cas de Shulamite. Et le soir, elle a cru que c'était son mari dans la nuit noire. Et en fait, c'était l'Égyptien. Et après, quand on raconte l'histoire où il y a un Égyptien qui se fait tabasser, enfin, qui se fait taper dessus qu'un juif se fait taper dessus par un Égyptien, et ben en fait, c'est cette histoire-là. C'est quand elle s'est pas rendue compte qu'en fait, c'était pas son mari. Après, ça s'est su. Et après, voilà, et Moshe, il a tué l'Égyptien. On parle de ça, en fait, de cette histoire-là. Donc voilà, c'est le seul cas où on parle de Shulamite qui a fait preuve de non-tsniout, on va dire. Et du coup, voilà, c'est le seul cas qui est répertorié. Maintenant, sinon, une autre femme qui est un beau cas de tsniout aussi, c'est qui? C'est Hana. Alors, Hana, il faut savoir qu'elle avait... Je vous avais raconté cette histoire aussi quand j'avais parlé de la femme à un moment. Elle avait 7 garçons qui étaient Kohen Gadol. Et on a dit, comment tu as eu ce mérite-là? Et elle a dit, ben, c'est simple, les murs de ma maison n'ont jamais vu mes cheveux. Voilà, parce que vous vous rappelez, on avait fait le cours sur la maison, c'est le Beth Amikdash. Elle partait du principe que si Hachem il est partout, même chez moi, et encore plus chez moi, je dois être encore plus niout. Donc, voilà. Et son mérite, c'est d'avoir eu des enfants, Baruch Hashem, dans le Derech HaTorah, et tous des tzadikim et tout ça. Donc, comme quoi, la sniout, c'est vraiment une protection. Et un dernier exemple, c'est Solika. C'est un des exemples que tous les Marocains ils connaissent. Ils vont même sur son kéver au Maroc. Et c'est cette jeune fille-là, et je vous fais très courte l'histoire, mais en gros, elle était très très belle. Et le roi, le fils du roi, donc le prince du Maroc, il a vu qu'elle était très belle. Il a dit marie-toi avec moi. Elle a dit jamais je me marie avec un goy. Et il a tout fait, vraiment tous les chantages du monde. Et jusqu'au jour où il a dit écoute, je vais t'enfermer en prison et je vais te tuer. Voilà, il lui a dit comme ça. Et elle a dit, bah écoute, j'ai pas le choix, tue-moi. Alors les rabbinim, ils lui ont dit, non, non, pas du tout, tu vas faire comme la reine Esther, tu vas te marier avec lui, peut-être justement ça va faire en sorte que les conditions... Elle a dit, pas du tout. Non, non, je suis pas la reine Esther parce que moi, j'ai pas besoin de sauver le peuple juif, on n'est pas dans un micré, voilà, il n'y a pas quelque chose qui va arriver demain. Non, c'est mort, je veux pas. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Ils lui ont attaché, ses cheveux avec un cheval et ils l'ont traîné comme ça dans toute la rue pour montrer en exemple, voilà ce qui arrive aux Juifs qui n'écoutent pas et nanana. Et ils lui ont dit, t'as une volonté. Quelle est ta volonté? Elle a dit, moi ma volonté c'est que vous me donnez des épingles à nourrice. Et du coup, ils ont dit ok, je sais pas, t'aurais pu demander, je sais pas, la liberté. Non, pas la liberté. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attaché sa robe avec sa peau pour pas qu'au moment où elle allait être traînée, les chevaux, ils allaient dévoiler sa nudité. Et donc, elle a vraiment pris les épingles à nourrice, elle les a vraiment plantées dans ses jambes et bien accrochées à sa robe pour pas qu'on voit sa sniout. Et à un moment, les chevaux, ils faisaient des tours. Elle a dit arrêtez. Il s'est arrêté les chevaux et il lui a dit c'est bon, t'as compris maintenant et tout, non. Elle a dit non, mes épingles sont en train de tomber, je veux les remettre, remettez-moi mes épingles et tout ça. Donc ça, c'est une messirut nefesh. Ok, on ne dit pas d'arriver à ce niveau-là, mais cette personne est très connue pour à chaque fois, je vous donne des exemples extraits pour qu'on s'en inspire un petit peu et on comprend notre humilité face à ces situations-là, quoi. C'est fou que la fille, elle a préféré mourir, ok, là je vais dans un cas extrême, vous avez compris, de se planter des épingles à nourrice dans les jambes pour pas dévoiler sa nudité. Non mais c'est incroyable, quoi. Donc ça, c'est Solika. Et voilà. Et sinon, j'ai dit qu'on allait parler du Kohen Gadol. Donc le Kohen Gadol, il faut savoir qu'à Yom Kippour, il changeait 8 fois d'habit.
Donc ça montre à quel point les habits, ça a vraiment une vraie connotation. Ça a une vraie connotation. Un levouche, quelque chose de... Enfin, le vêtement de la personne, ça caractérise la personne. On sait que telle personne, elle va s'habiller en couleur, telle personne, elle va s'habiller en noir et blanc. Et en fonction de ça, on va les catégoriser. Et voilà, et on va suivre les modes, on va suivre... Voilà. Mais le but, c'est de toujours rester dans la même cave, dans la même lignée, la lignée de la tsniout à chaque fois. Voilà. Après, je voulais juste faire un dernier truc sur le petit mot beged et bgadim. Je sais pas si je vais le retrouver. Boucha. Ouais, Boucha et les vouches, ouais. Et il y en avait un autre qui était sympa, beged et boged. Voilà, c'est ça. Je sais pas si c'est écrit où. Beged, c'est le vêtement, et boged, c'est tromper, en fait. Et les vouches, c'est s'habiller. Et boucha, c'est la honte. Donc ça veut dire que les mots eux-mêmes, dans l'étymologie, sont liés à quelque chose de péjoratif. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention comment on les utilise. Parce que Hachem, il t'a pas donné des vêtements stam. Chaque chose a une utilisation, ok? Un verre d'eau, c'est une utilisation, c'est pour faire shakol. Une feuille, un stylo, c'est pour écrire des cours de Torah. Un habit, c'est fait pour être sniout. Voilà. Hachem, il dit, fais pas n'importe quoi. Voilà. Akol, mina shamaim, chutz miyirat shamaim. Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. La crainte du ciel, c'est quoi? C'est la tsniout. Donc, tout vient du ciel, sauf la tsniout. Ok? En gros. Donc voilà. Donc, la femme, quand elle se conduit, quand elle s'habille, quand elle parle pudiquement, ok? Là, elle amène le shefa. Là, elle amène l'abondance. Là, elle va emmener les yeshuot, elle va emmener la libération, elle va emmener la géoula, elle va emmener tout ça. Parce que la tsniout, c'est aussi une énergie. À chaque fois, je dis la émouna, c'est une énergie. La tsniout, c'est une super énergie parce que c'est, pour moi, le plus haut degré de émouna pour la femme. Le plus haut degré de émouna. Parce qu'au moment où elle va arrêter de réfléchir et elle va le faire, ça y est, elle est dans la émouna shlema avec Hachem. Et voilà quoi. On est d'accord que il y a les femmes qui, même des hommes qui sont extravagants dans leur façon de parler, tu n'as pas envie de les écouter, mais les hommes qui sont posés dans leurs mots et que tu vois que chaque mot c'est lourd, tu as envie de les écouter eux, parce qu'ils n'ouvrent pas leur bouche pour rien, ok? Pareil pour la femme qui est extravagante, non, tu n'as pas envie, voilà, mais une femme que tu la vois, elle est sérieuse, elle est calme, elle est posée dans sa façon, dans sa conduite, dans sa personnalité, c'est un travail en fait. Et je vous parle même pas encore de Avodat Midot, hein. Je vous parle même pas encore de travail dans le caractère, dans les midot. Non, ça c'est encore après, c'est un autre schlave. Mais rien que la pudeur en elle-même, dans sa conduite, dans son habillement et dans sa façon de parler, ça emmène le shefa. C'est notre travail pour le monde futur et ça dépend de nos actions maintenant. Voilà, nos actions maintenant, c'est ça. Et je vais finir avec un dernier truc. C'est l'histoire des ponts. Et ça m'avait marqué. Et là, c'est la cerise sur le gâteau. Et après, si demain, tout le monde n'est pas en jeu, mais j'ai rien compris. Je rigole. C'est l'histoire des ponts, en fait. C'est le Rav Sweetfoot, j'avais écouté un cours qu'il avait fait sur la sniout il y a longtemps. Et je me rappelle qu'il disait, voilà, il y a des filles qui ont elles mettent des jupes, mais un peu courtes, et elles mettent pas les manches longues, ok? Et là, elles font des rêves, et à chaque fois dans le rêve, elles voient un pont, comme ça. Mais le pont, il reste un tout petit peu pour arriver au royaume, au palais. Tu vois, à chaque fois, j'imagine le film Shrek comme ça, où il reste un petit peu pour finir. Et Hachem, il te dit, en fait, ce petit peu qui manque, c'est le petit peu de tes manches. Il manque ça pour faire ça, pour rentrer au Lamaba, pour rentrer dans la grande pièce. Et elles sont bloquées au pont et il manque une dalle. Mais vous vous rendez compte, c'est quoi une petit bout de carré de pierre? Tu te rends compte que tu peux le construire avec un t-shirt un peu plus long? C'est un truc de fou. Voilà, c'était l'histoire des ponts. Et sur ça, mesdemoiselles, mesdames, je vais vous laisser. Donc voilà, Toda Rabba, Akshava.